Bonsoir à toutes et à tous. Je vous laisse le temps de vous connecter et de me faire un petit signe ou un petit mot dans le chat pour me dire si le son et l'image sont OK. Est-ce que, voilà, on peut avoir un petit retour? Est-ce que le son et l'image sont OK? Je vous laisse me dire. Ophélie, oui, c'est bon. On a de l'image, on a du son impeccable. Voilà, j'ai des petits pouces qui se lèvent. Merci beaucoup. Ben écoutez, on va tout de suite pouvoir rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire. L'idée, c'est de vous parler d'orientation, comment bien choisir sa formation en design. Alors ce soir, je suis avec Ophélie, Bonsoir à tous. chargée de communication de l'école, de communication et marketing, et voilà, qui va m'accompagner pour ce webinaire. Et moi-même, je suis Mathieu Rouget, directeur de l'école de design La Fontaine. Alors, ben, pour démarrer, le temps que, voilà, que tout le monde se connecte, je vais vous faire une rapide présentation de l'école. L'école de design La Fontaine est une école donc, de design qui est spécialisée dans les formations à distance, en design graphique, en design d'espace et en design produit. Nous permettons à des créatifs d'obtenir un diplôme et de vivre de leur passion. Alors notre méthode, elle repose sur trois fondements: la bienveillance, l'accompagnement et la professionnalisation. La bienveillance avec une pédagogie qui s'adapte au rythme de chacun, l'accompagnement par des professionnels en activité qui transmettent leur savoir-faire et leurs secrets, et la professionnalisation avec l'acquisition de compétences spécifiques qui permettent de faire la différence sur le marché du travail. Nous sommes basés au cœur de l'Auvergne. Et nos apprenants, qui sont des étudiants ou des personnes en reconversion professionnelle, sont situés sur tout le territoire français et au-delà. Notre constat est que ce sont des créatifs qui, la plupart du temps, ont été bridés ou mal orientés dans leur choix de carrière. Et notre mission, c'est de les accompagner dans leurs projets pour qu'ils vivent de leur passion. Alors, ben, au début de chaque projet, il y a justement ces choix d'orientation, et c'est ça dont on va parler ce soir. Donc, on va voir ensemble voilà, plusieurs outils pour vous aider à vous poser les bonnes questions sur votre orientation professionnelle. Déjà, le constat qu'on peut faire, c'est que votre situation, la plupart du temps, vous êtes salarié, vous êtes indépendant, vous êtes en reconversion professionnelle ou encore vous êtes étudiant. Et à votre échelle, très logiquement, vous avez des enjeux, l'envie de changer de métier, de domaine ou de secteur, d'avoir de nouvelles ou d'approfondir des nouvelles compétences. L'envie de vous épanouir dans un métier qui serait plus porteur de sens pour vous. Et puis aussi de choisir une formation qui vous ressemble pour vous préparer à votre futur métier. Premier outil qu'on va vous présenter ce soir, c'est tout simplement le bilan de compétences. Alors, on va vous présenter deux outils, vous allez voir, c'est le bilan de compétences et le schéma de l'Ikigai. Alors, avec le bilan de compétences, on fait le point sur sur sa situation professionnelle et sur ses compétences. Vos objectifs, c'est quoi vos centres d'intérêt personnels, vos compétences et aptitudes, vos expériences éducatives et professionnelles, vos aspirations, votre disponibilité, votre engagement, vos connaissances du secteur, vos préférences personnelles. Ça, c'est des choses que vous allez brosser, que vous allez travailler sur un bilan de compétences. Vous êtes très nombreux, souvent quand vous arrivez, quand vous postulez chez nous, beaucoup de personnes ont fait des bilans de compétences. Et justement, dans ces bilans de compétences est ressorti la créativité, le désir d'aller vers un métier créatif. C'est souvent ça qui ressort. Et puis souvent, c'était là en toile de fond avant. Alors, l'outil que j'ai envie de vous partager ce soir, c'est l'Ikigai. Parce que l'Ikigai, ça va vraiment vous permettre d'aller plus loin. L'ikigai, c'est un terme japonais qui se traduit par trouver sa raison d'être. Alors, le diagramme que vous voyez à l'écran,
il vous aide à mettre votre raison d'être en relation avec votre vie professionnelle. Alors, je vous donne quelques précisions par rapport au schéma pour vous aider un petit peu à le comprendre. L'idée, c'est de comment concilier votre passion avec votre profession et avec ce qu'on pourrait appeler la mission et la vocation. Alors, quand on parle de ce pourquoi on peut être payé, il s'agit plutôt de ce pourquoi on peut être reconnu, valorisé. C'est cette notion de reconnaissance, en fait. La notion de mission, elle est liée à la communauté, au fait de participer à quelque chose de plus grand, et non pas une mission au sens professionnel. Et puis, la vocation, ben, c'est une combinaison entre travail et bien-être. Mais ça implique pas nécessairement d'avoir toutes les compétences requises ou de pouvoir être rémunéré, en fait. L'ikigai, c'est vraiment un outil qui va vous permettre de faire un état des lieux, en fait. Prenez un exemple, la façon dont vous pouvez l'utiliser, le remplir, ce tableau, c'est de noter, par exemple, 10 choses auxquelles vous avez consacré le plus de temps dans une semaine. Et puis à côté de ça, vous allez aussi noter 10 choses qui vous, enfin 10 ou les choses qui vous passionnent, qui font sens pour vous. Une fois que vous aurez noté ces choses, ben, posez-vous la question de savoir si ce que vous avez noté, ça donne du sens à votre vie, en vous posant les questions suivantes. Est-ce que c'est quelque chose que j'aime faire? Est-ce que c'est quelque chose dont le monde a besoin? Est-ce que je suis doué? Est-ce que je suis bon ou bonne dans cette activité pour le faire? Et est-ce que c'est une chose pour laquelle je peux obtenir de la reconnaissance? Cette reconnaissance, elle peut être financière, sociale, relationnelle, etc. Donc en fait, l'ikigai, c'est vraiment une solution qui permet d'exploiter votre potentiel pour vous épanouir dans la durée, concrètement. Donc ça vous permet de prendre conscience de ce qui donne du sens à votre vie et ce que vous pouvez valoriser vraiment, est ce que vous pourriez faire. Donc, en clair, ça vous pousse à trouver ce pourquoi la vie, votre vie, vaut d'être vécue. Donc, c'est un outil très puissant. On le partage souvent avec les personnes qui viennent chercher des conseils en orientation dans l'école. Donc, on a le schéma vierge, on pourra vous le transmettre si vous le souhaitez, avec d'autres éléments sur le bilan de compétences, justement. D'autres outils, deuxième outil qu'on a disponible, c'est l'enquête métier. Donc c'est vrai que avant de se lancer justement dans des études de design, c'est intéressant de faire une enquête métier. Euh, Première façon de faire une enquête métier, c'est tout simplement déjà d'aller un petit peu chercher sur Internet, d'aller chercher des informations, des fiches métiers. Alors des fiches métiers, on en a aussi beaucoup à votre disposition sur le blog de l'école. Pour ceux que ça intéresse, on vous a dégrossi un petit peu ce travail-là. Mais pour aller plus loin, en fait, ça va être intéressant pour vous de faire vraiment une recherche approfondie, en fait, et de faire une interview d'un professionnel. Donc, bah, pour faire cette interview, il va falloir déjà voilà, trouver des gens que vous allez pouvoir interviewer, donc les repérer, appeler tout simplement à des entreprises, hein, chercher des gens qui veulent bien se prêter au jeu, de vous consacrer peut-être 20 minutes, une demi-heure de leur temps pour vous parler de leur formation, leur métier, leur rémunération, les conditions de travail, les qualités et compétences nécessaires à l'exercice de leur travail, les avantages et inconvénients qu'ils ont notés dans leur job, les évolutions et perspectives éventuelles qu'ils ont, et puis les conseils tout simplement qu'ils pourraient vous donner à vous qui êtes nouvel arrivant ou en tout cas prétendant à réaliser ce métier. Troisième outil, et pas des moindres, qui fait parfois un peu peur, c'est le business plan. Alors, le business plan, c'est pas utile à tout le monde, mais c'est important d'en parler parce que dans les métiers du design, on a 50% de personnes qui sont à leur compte, qui sont indépendants. Le métier est partagé, tout secteur confondu dans le design. Il y a 50% de salariés, 50% d'indépendants. Donc, quand vous êtes indépendant, ben, de faire l'effort, même avant de vous former, de réaliser un business plan, après le bilan de compétences et puis
les fiches métiers, ça vous permet, l'enquête métier, ça vous permet d'y voir un peu plus clair par rapport à vos objectifs. Donc, dans un business plan, qu'est-ce que vous allez faire dans un premier temps? Bah, vous allez parler un petit peu de vous, vous allez décrire votre parcours et votre expérience professionnelle. Ça va permettre, c'est un petit peu le bilan de compétences quelque part. Ensuite, vous allez définir votre projet, en quoi il consiste, son stade d'avancement, le financement, la formation, là où les formations nécessaires dont vous auriez besoin pour réaliser votre projet. Est-ce que vous avez besoin d'équipement? Quelle clientèle est-ce que vous visez? Est-ce qu'il y a de la concurrence? Et les résultats attendus. Quels sont vos objectifs, les résultats attendus? Ensuite, vous allez parler de votre produit. Alors, un produit, en fait, c'est pas forcément un produit physique, ça peut être une offre de service. Vous voulez devenir designer graphique, bah, vous prévoyez en effet de pouvoir réaliser des logos, des sites internet, des chartes graphiques, etc. Quelle politique de communication est-ce que vous allez avoir pour trouver vos clients? Est-ce que ça va être le bouche à oreille, les sites web, les réseaux sociaux, les salons, les clubs services? Il y a plein de façons d'aller chercher des clients. C'est important de vous poser cette question-là. Ensuite, les objectifs à court, à moyen et à long terme. C'est super de se fixer des objectifs dans ces différentes temporalités. Je prévois à court terme de me former, ensuite d'aller chercher des clients, et puis si tout se passe bien, se développe, comment est-ce que je vois les choses dans 3 ans, dans 5 ans? Est-ce que je prévois justement d'avoir des partenaires? Dernière étape, les partenaires, c'est est-ce que qui vont être mes prestataires, qui vont être mes fournisseurs? Peut-être que j'aurai des salariés, etc. Plus globalement, finalement, à travers ce business plan, vous allez définir votre vision. Et là, je reviens un petit peu à l'ikigai. À partir du moment où vous avez fait ce travail de bien cerner votre passion et les différents, la mission, la vocation et l'espace que vous pourriez trouver dans le monde professionnel qui serait conjoint, donc le fameux ikigai, ben, ça va vous donner une vision par rapport à votre objectif. De réaliser ces trois éléments, d'utiliser ces trois outils en amont d'un projet, alors ça va vous donner une force et une conviction et une confiance en vous formidable pour pouvoir réaliser vos objectifs. Alors je vous propose de faire un petit sondage à ce stade-là. Est-ce que parmi les personnes qui sont présentes ce soir, est-ce que vous avez déjà utilisé l'un de ces outils pour vous orienter? Hein. Est-ce que vous avez déjà utilisé le bilan de compétences ou le schéma Ikigai, l'enquête métier, le business plan? Alors, je vous laisse répondre. Peut-être aucun de ces outils, peut-être tous. Je vous laisse voir. Et puis, on verra peut-être un peu plus loin, on fera un retour. Nous, c'est des éléments, tous ces éléments-là, c'est des éléments pour les personnes qui viennent nous voir et qui s'intéressent à nos formations à l'école. C'est des éléments qu'on évoque ou qui sont en toile de fond, on va dire, dans l'analyse du projet qu'on fait. Parce que la meilleure façon d'accompagner quelqu'un, ben, c'est de savoir qui il est, d'où il vient, quels sont ses objectifs, quels sont ses projets et de s'assurer qu'il est au bon endroit et que la formation qui vise le projet est en adéquation avec ce que nous, on peut lui apporter en tant qu'école ou organisme de formation. Donc, je vais vous laisser, hein, pour ceux qui veulent répondre, je vous laisse avancer sur le sondage. Et puis nous, moi, je vais continuer pendant ce temps-là le webinaire. Donc, deuxième question que vous pouvez vous poser quand vous voulez vous lancer dans le secteur du design, c'est de savoir quelle branche est-ce que vous voulez choisir. Souvent, il y a une appétence pour la créativité, pour le dessin. C'est pas toujours évident de savoir si on veut se lancer dans le design graphique, dans le design d'espace, dans le design produit. Donc, avant d'attaquer la présentation des différents types de design que vous pouvez aborder. J'ai quelques réponses au questionnaire. Donc, je vois que vous êtes 67% à avoir fait un bilan de compétences ou un schéma Ikigai, 17% à avoir fait une enquête métier. J'ai pas de personne qui ait fait un business plan. Et puis, j'ai 33% d'entre vous qui n'avaient utilisé aucun de ces outils. Donc, bah, écoutez, merci pour ces réponses. En tout cas, c'est intéressant. J'espère que
les outils de l'enquête métier et puis du business plan peuvent intéresser certains d'entre vous. Pour ceux qui prendront contact avec un conseiller d'orientation à l'école, on vous donne des outils vierges, enfin on vous donne des fiches en fait pour remplir ces outils qui sont pour vous permettre d'y voir plus clair, pour réaliser un business plan, pour réaliser une enquête métier. On a des documents tout prêts pour vous aider à réaliser tout ça, c'est assez utile. Design graphique. Parlons un petit peu du design graphique. Donc, il y a dans les quatre grandes branches du design, ben, il y a le design graphique. En design graphique, ben, vous pouvez exercer le métier de designer graphique, celui d'illustrateur, hein, si vous avez beaucoup d'appétence pour le dessin, celui de designer digital, d'UX ou d'UI designer, de motion designer, de designer 2D ou 3D, d'infographiste. Ça, c'est beaucoup plus lié à l'infographie, à l'ordinateur, hein, si vous aimez en découdre avec les logiciels. Il y a ce qu'on appelle le corporate design, hein. Donc, le corporate designer, il va travailler pour les grands groupes. Euh, L'éco-designer, alors l'éco-designer, c'est à la fois un métier et en même temps presque une spécialisation à avoir aujourd'hui, voilà, d'intégrer l'éco-conception dans ces projets, c'est quelque chose d'essentiel et ça se fait dans tous les types de design. Le web designer, c'est proche voilà, du motion, de l'UX/UI. Euh, c'est des choses intéressantes. Donc, si vous vous retrouvez, en fait, si vous trouvez les qualités suivantes, ça veut dire que l'un de ces métiers dans le design graphique peut vous correspondre. Alors, c'est quoi ces qualités que vous devez vous trouver? Ou en tout cas, l'une d'entre elles, c'est bah, déjà d'être créatif. Ça, c'est vraiment le point numéro un. Ensuite, si vous avez le sens de la composition, si vous aimez communiquer visuellement, si vous avez le sens artistique, si vous avez de l'appétence pour les logiciels, pour la conception graphique, si vous aimez aussi la flexibilité, que vous êtes ouvert d'esprit, bah, tous ces métiers-là, ils vous ouvrent les bras, très clairement. Alors voilà je laisse Ophélie nous présenter quelques planches de travaux de designer graphique, hein, pour que vous puissiez vous faire une idée de ce à quoi correspond le métier. Alors, ces planches-là ont été réalisées par nos élèves, donc qui sont en spécialité design graphique. Donc voilà, le design graphique mêle la créativité, aussi l'illustration et donc aussi la composition, comme on a pu voir dans les qualités, les appétences d'un designer graphique. Donc en haut à gauche, vous pouvez voir donc l'illustration de jaquettes pour par exemple les DVD ou les CD. Donc un designer graphique peut travailler dans l'industrie musicale. Donc voilà, vous pouvez être amené à faire ce genre de travail. Vous pouvez aussi créer une identité visuelle de A à Z, donc c'est-à-dire aussi bien le logo que la charte graphique avec la définition des couleurs, tout ce qui est papeterie, ou aussi bien donc la carte de visite de l'entreprise. Donc c'est le travail que vous pouvez voir avec la pieuvre. Donc Marcini Natation. Vous pouvez aussi créer des visuels éducatifs, comme du coup les infographies que vous pouvez voir, donc aussi bien avec le Vélociraptor ou les baskets, donc Michael Jordan, ou illustrer des produits, faire du packaging, comme vous pouvez voir en bas à droite, donc avec les étiquettes de bouteilles de vin. Donc vraiment, l'ensemble de ces travaux est qu'un échantillon en fait de ce que peut faire un designer graphique. Donc, un designer graphique peut aussi bien travailler dans le web, donc avec le maquette de site web, ou avec des supports beaucoup plus illustrés, comme je vous ai présenté à l'instant. Alors après le design graphique, on a le design d'espace. Le design d'espace, ça vous permet bah, d'exercer le métier de designer d'espace, d'architecte d'intérieur, de décorateur d'intérieur, de designer retail, de décorateur scénographe, de paysagiste, d'architecte d'intérieur, de designer urbain. Les qualités essentielles qui paraissent importantes d'avoir pour exercer ces métiers, ben, si vous avez le sens esthétique, si vous savez écouter, si vous avez de l'empathie, si vous savez vous adapter aux situations, si vous avez le sens de l'organisation, si vous aimez résoudre des problèmes,
Et si vous appréciez vous avez cette capacité à vous projeter et aussi de la rigueur, c'est important, ben là aussi, de la même façon, l'un de ces métiers peut clairement voilà, vous plaire et vous pourriez les embrasser. Et donc du coup, voilà, nos étudiants travaillent aussi donc sur plusieurs aspects dans le design d'espace. Donc aussi bien donc dans l'architecture d'intérieur et la décoration, avec des maquettes de rénovation donc d'appartements pour optimiser l'espace, tout en l'espace pour qu'il soit esthétique et qui correspond aussi aux clients. C'est pour ça que le sens de l'écoute est vraiment très important. Il y a aussi la conception de pop-up store et de concept store, où, comme vous pouvez voir avec le projet de l'atelier Gabriel, où c'est vraiment un petit espace pour une entreprise qu'il faut moduler pour ses clients. Il faut que ça soit à la fois agréable pour le client, pour qu'il puisse se projeter, qu'il puisse aussi visualiser les services et les produits de l'entreprise, mais aussi qu'il soit agréable pour le vendeur, pour qu'il puisse accueillir sa clientèle de manière voilà, optimale. Il y a aussi donc la réalisation voilà, de plans pour aussi bien se projeter dans l'espace et aussi la modélisation 3D, pour vraiment voir le décor et comment tout s'agence. Troisième branche du design dans lequel vous pouvez exercer, c'est les métiers du design produit. Vous pouvez devenir designer industriel, designer automobile, designer mobilier, éco-designer. Alors, si vous aimez l'innovation, si vous aimez trouver des solutions, si vous avez le sens de l'ergonomie, si vous aimez analyser les besoins, chercher du sens pratique, que vous êtes curieux, que vous aimez tout ce qui est lié à la 3D, avec la notion, la conscience écologique qui est essentielle aujourd'hui au design produit, eh ben, c'est des métiers que vous pouvez embrasser, c'est des métiers qui peuvent voilà, aujourd'hui vous intéresser, dans lesquels vous pouvez vous lancer. Vraiment, en fait, quand vous voulez évoluer dans le design produit, il y a tellement de choses que vous pouvez faire. Notamment, vous pouvez créer un mobilier modulable, que ce soit pendant votre formation avec la réalisation de maquettes pour pouvoir voir comment cet objet va s'agencer. C'est le cas de cette table basse que vous pouvez voir qui se module pour que l'animal de compagnie puisse accéder facilement au canapé. C'est l'élément que vous pouvez voir sur votre droite. Vous pouvez aussi créer on va rester sur le thème de la table basse, avec cette table basse qui met en valeur en fait les magazines. Donc c'est le cas du Magline qui est juste à côté. Et après, vous pouvez concevoir plutôt un peu plus du mobilier urbain, comme là l'abri à bricoles, voilà, qui englobe cette dimension écologique et aussi pratique. Et en dessous, voilà, des produits beaucoup plus, on va dire, technologiques, comme il est possible avec là, ce que vous avez en exemple, avec le batteur. Vraiment, la dimension, on va dire, écologique est de plus en plus présente dans le design produit. Et c'est tout à fait intéressant dans cet aspect du design de répondre à des problématiques à travers finalement un produit, une solution. Et donc du coup, après tous ces éléments, j'espère que votre vision, on va dire, des différents domaines du design est un peu plus claire. Et on aimerait bien savoir lequel vous intéresse le plus, ou si vous en avez plusieurs. Et je vous invite à répondre à ce petit sondage qui va vraiment nous permettre de savoir qu'est-ce que vous aimez euh, ou aimeriez faire dans le design après cette présentation. Voilà, donc il y a un petit sondage qui apparaît à l'écran. Est-ce que vous êtes plus design graphique, design d'espace, design produit? Aucun des choix proposés, peut-être plusieurs. À vous de nous dire. Je vous laisse répondre au sondage et puis on va continuer pendant ce temps-là la présentation.
Alors, ben, on en arrive à la question qu'on peut se poser une fois qu'on a défini, qu'on a fait un bilan de compétences, un business plan, une étude de marché, une étude métier. Il y a un moment, on veut se lancer et on se demande ben, comment trouver une formation qui nous convient. On a peut-être fait tout ça, pas forcément dans le même ordre. On a peut-être essayé, vous avez peut-être essayé l'auto-formation. Alors, ben, généralement, ça suffit pas ou c'est très très long, les autodidactes. Pour les étudiants, vous êtes passé peut-être par Parcoursup, les écoles publiques, d'autres écoles, vous avez peut-être été recalé, on ne sait jamais. Les écoles privées en présentiel, c'est intéressant, mais c'est hyper cher. Et puis, c'est pas possible quand on est salarié. Vous avez peut-être essayé des formations courtes qui donnent quelques bases, qui font souvent rêver mais rarement permettent d'exercer réellement le métier. Alors, il y a un dicton qui dit que si vous désirez vraiment quelque chose, vous trouverez un moyen. Sinon, vous trouverez une excuse. Donc, chacun son chemin, chacun son parcours. Est-ce que vous êtes en train de chercher un moyen ou une excuse? Euh, à vous de voir. Alors, on va parler un petit peu des formations, justement, présentielles ou distancielles. Alors, le présentiel, bah, il y a des avantages, hein. Il y a une vie étudiante, il y a un esprit d'équipe, il y a un rythme fixe qui permet de caler un petit peu, de cadrer un petit peu la formation. On est embarqué dans un calendrier, dans un rythme, dans une équipe. Alors, il y a aussi des inconvénients. C'est justement parfois ce même rythme fixe. C'est le prix, souvent. Des écoles privées, c'est entre 6 et 10 000 € l'année. Donc, c'est un sacré budget. Et puis parfois, ben, elles ne sont pas dans notre ville, donc on est obligé de déménager. Il y a un éloignement familial. Si on est loin des grandes villes, il y a le prix du logement en plus à prévoir. Et puis ensuite, il y a le distanciel. Alors le distanciel, il y a des avantages aussi. C'est sécurisant parce que, il y a des frais de scolarité qui sont bien moindres que dans le présentiel. On est 2 à 3 fois moins cher pour le même contenu pédagogique. Il y a moins de stress parce qu'on peut apprendre à son rythme selon son propre calendrier, votre propre calendrier. Si vous êtes en reconversion, ça permet de garder les liens familiaux, ça vous permet d'étudier de chez vous ou de voyager ou de continuer, en tout cas de vous déplacer si vous en avez besoin. Et puis ça permet aussi d'être en autonomie, de pouvoir étudier en même temps qu'on a un emploi à côté, qu'on a une vie de famille. Donc ça, c'est des avantages indéniables du distanciel. Alors cependant, il y a aussi des risques et des inconvénients dans le distanciel. Alors nous, comme on a commencé les formations en distanciel en 2016, hein, ça fait un peu plus de 8 ans maintenant, ben, on a eu le temps d'identifier des risques qu'on a pu constater pour les élèves. Et bon, ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on a aussi trouvé des solutions. Mais je vais vous parler des risques, parce que c'est important d'en avoir conscience. Le risque qu'on a constaté, ça peut être parfois le manque d'organisation ou le manque d'autonomie. Alors nous, pour ça, on a mis en place vraiment une formation qui est structurée et qui se déroule en mode projet, avec des professionnels en activité et avec un suivi individuel. Ça, c'est vraiment essentiel. L'autre risque hyper important, enfin en tout cas prédominant, c'est l'isolement. Alors comment est-ce qu'on peut, quand on est seul chez soi et qu'on n'est pas dans une salle de classe, ben, vraiment être motivé à suivre une formation? Ben ça, si vous avez un conseiller pédagogique qui va prendre de vos nouvelles, qui est là tous les jours disponible pour vous pour répondre à vos questions, si vous avez une communauté d'élèves soudés sur un Discord, par exemple, avec laquelle vous pouvez échanger. Si vous avez des cours et des corrections avec des corrections qui sont en visio live, vous voyez la main du professeur corriger votre travail, ben, ça va énormément vous permettre de briser cet isolement et de vraiment pouvoir vous intégrer de façon concrète dans une formation. Donc nous, ce qu'on a fait depuis quelques années, c'est qu'on a vraiment créé un écosystème pédagogique performant, efficace et qui permet à nos élèves bah, tout simplement d'intégrer le marché du travail. D'ailleurs, on va plus loin puisqu'on les accompagne jusqu'à leur premier emploi. Il y a un petit sondage, je ne sais pas si le sondage précédent, il y a eu
il y a eu quelques réponses. Alors, je vois, oui, il y a vos choix de préférence. J'ai beaucoup de distance. Ouais, j'ai 60, pardon, j'arrive pas à lire. Le sondage est en cours, Mathieu, en tout cas, Ah oui, pour c'est pour votre ça. Ok. préférence sur le distanciel et le présentiel. Et je On vais t'enverra vous... l'autre sondage plus tard. Ouais. Bah, je peux vous le montrer juste après. Ah oui, ah oui, c'est pour ça que je cherchais les. Ouais, ok, très bien. En tout cas, la préférence est très nette sur le distanciel. Je Ok. pense c'est aussi pour ça que vous êtes là aussi ce soir. Et pour du coup le sondage précédent, donc pour le design graphique, design d'espace et design produit, c'est le design d'espace qui le remporte à 71%. Et le design graphique en deuxième, donc à 29%, et le design produit à 14%. Merci, Ophélie. Pas les bons chiffres. Ok. Alors, bah, donc pourquoi nous, on est une école à distance, donc on n'est pas là pour vous dire que c'est mieux de se former à distance, mais on va au moins vous expliquer pourquoi se former à distance, ça peut être une bonne idée. Alors, bah, se former à distance avec l'école La Fontaine, c'est des enseignants professionnels en activité dans leur spécialité qui sont disponibles partout, d'où que vous soyez. L'avantage de la distance, c'est que nous, ils sont un petit peu partout en France. Donc, on a sélectionné des designers qui nous paraissaient pertinents et efficaces pour pouvoir transmettre leur savoir-faire, leurs secrets. Donc ça, c'est une richesse indéniable et qui sont à votre disposition pour corriger vos travaux, répondre à vos questions. C'est aussi une pédagogie en mode projet, 100% ancré dans la réalité. Tous les projets que vous réalisez sont des projets qui ont été réalisés en réel par les enseignants qui vous enseignent. Vous avez un suivi individuel en petit effectif, ça favorise l'acquisition progressive. Vous avez un accès direct à vos professeurs pour vos questions et corrections. Vous avez aussi un conseiller pédagogique qui est disponible pour aussi vous suivre et pouvoir vous donner des outils organisationnels, répondre à vos questions et vous aider en fait dans votre parcours. Vous avez des possibilités d'interaction avec les autres élèves sur notre Discord. Vous avez une plateforme avec tous vos cours, les vidéos, les replays des lives, les PDF, hein, tous les supports théoriques. Et puis, vous avez la possibilité d'avoir un emploi du temps optimisé et modulable en fonction de votre rythme. Alors, comment ça se passe? Ben, en fait, on établit avec vous un planning qui donne une méthode et une organisation qui vont être la clé en fait de votre réussite dans cette formation. Donc, on définit un planning et puis qui va varier entre séances de travail, apprentissage théorique, les plages horaires qui vont vous permettre de vraiment avancer en fait dans votre projet. Donc nous, on a beaucoup de personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui sont salariées en parallèle, qui ont une famille à gérer, et on va organiser un temps de travail, un emploi du temps qui va leur permettre d'avancer dans la formation pas à pas pour réaliser leurs projets, pour réaliser leurs objectifs. C'est important aussi, voilà, l'avantage de travailler chez vous, ça va vous permettre de vous réserver un espace de travail et d'avoir cet espace de travail qui va vous permettre de réaliser vos projets euh, et d'avancer depuis chez vous, quand vous le voulez et à votre rythme. Voilà pour cette présentation pour vous donner des clés, de vous aider à choisir votre formation de design. Je ne sais pas si le deuxième sondage est réalisé, Ophélie. Je te laisse me dire où est-ce qu'on en est. Et sinon, on peut d'ores et déjà répondre à vos questions. Je vous laisse répondre. Soit vous pouvez directement ouvrir le micro, soit vous pouvez poser vos questions dans le chat. Je vous laisse revenir vers moi et me dire si vous avez des questions. En tout cas, pour le troisième sondage, vous avez l'air d'être convaincu pour vous former à distance. C'est vrai que le distanciel, c'est pas forcément, donc, bah, quand on choisit une formation, surtout en post-bac, je parle, on pense surtout voilà, à une école en présentiel.
C'est vrai que c'est le choix le plus évident. Mais voilà, avec tout, on va dire, tout l'écosystème pédagogique qui est mis en place en distanciel, finalement, ces deux choix se vaut. C'est après, il faut surtout se poser la question de qu'est-ce que j'attends vraiment d'une formation en présentiel? Est-ce que j'aurai le même accompagnement? Est-ce que c'est vraiment l'accompagnement dont j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin plus d'un environnement, de me déplacer le matin pour aller à un lieu où je vais apprendre? Ou est-ce que finalement je suis mieux dans mon cocon et moi je vais pouvoir me focaliser et avancer à mon rythme? Et si je veux aller plus vite, ben, je vais plus vite. Je ne suis pas dépendante d'un rythme fixe. Vraiment, c'est quand vous allez choisir votre orientation, votre formation, posez-vous plein de questions, notez-les et au fur et à mesure, donc voilà, essayez de glaner des réponses, des informations pour pouvoir faire un choix en toute conscience. Donc du coup, Mathieu, nous avons des questions donc, dans le chat. Donc Virginie, combien de temps nous avons pour réaliser l'examen? Alors, examen. Alors, bah, je peux parler un petit peu de la formation, la façon dont ça se passe, comme ça va pouvoir peut-être répondre à la question de Virginie. En fait, la formation, elle est construite, comme je disais, en mode projet. Donc, chaque module correspond à un projet à réaliser dans lequel il y a la matière, on va dire, locomotive, qui est la matière de design. Et puis derrière, pour réaliser un projet de design, vous avez besoin de compétences aussi bien techniques que théoriques. Donc, on va dire qu'il y a les cours un petit peu wagons de dessin, d'art plastique, de logiciel, d'histoire du design, d'économie, de gestion, de communication, les soft skills. Donc tous ces éléments sont des éléments qui gravitent autour de votre projet de design. C'est des ressources dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser le projet. Donc vous allez avoir en fait un ensemble de travaux à réaliser que vous allez pouvoir faire valider, faire corriger au fur et à mesure de la formation. Donc chaque module de cours, vous allez pouvoir le faire valider à titre indicatif par vos professeurs lors de corrections dans lesquelles vous vous retrouvez par petits groupes d'élèves. Et quand vous avez validé tous les modules d'un grade, ça vous permet de passer l'examen, de valider un grade. Donc là, il y a des oraux, des écrits. Tout se passe à distance, hein, jour et horaire à chaque fois de votre choix. Il y a une souplesse qui est vraiment maximale pour vous aider à travailler à votre rythme. Donc les examens, par exemple, alors ce qu'on appelle un écrit, ça va être à nouveau un projet de design à réaliser sur un temps donné, mais à distance, hein, via la plateforme de formation avec un sujet spécifique. Et puis l'oral, vous avez un entretien individuel avec votre professeur de design où vous allez lui présenter l'ensemble des projets que vous avez réalisés, par exemple. Donc là aussi, il y a un temps parti. Ça va nous permettre dans les différentes matières, quand vous aurez validé tous vos projets, bah, d'établir un bulletin de notes, de vous donner des crédits ECTS. Donc ça, c'est pour l'aspect un petit peu administratif et scolaire, mais qui permet de valider vos compétences et vos acquis. Quand on a validé un ensemble de compétences sur les trois grades, ça vous permet de vous présenter à une session de diplôme. La session de diplôme, elle est préparée bien évidemment tout au long du grade 3, avec vraiment le grade 1, c'est l'apprentissage des bases, toutes les compétences dont vous avez, le socle de compétences dont vous avez besoin pour commencer de réaliser des projets. Puis en grade 2, vous allez concrètement réaliser des projets dans votre spécialisation. Et en grade 3, on va continuer ces projets, puis on va viser la professionnalisation, la réalisation d'un book. Qui va être avec votre CV, en fait, ça va vraiment être votre sésame pour trouver un travail, pour aller soit vous installer en tant qu'indépendant, soit et chercher des clients, soit chercher un travail salarié, et réaliser aussi à côté de ça donc un projet professionnel. Donc nous, le diplôme, il se passe dans ces deux temps. Où vous allez avoir un oral avec un jury de professionnels extérieurs à l'école qui sont des professionnels en activité et qui vont euh, regarder, vous allez leur présenter votre book, votre projet professionnel. Et à travers ça, bah, en gros, la question, c'est est-ce que cette personne est employable? Est-ce que j'ai envie de travailler avec elle? Est-ce que j'ai envie d'acheter ses produits? Est-ce que j'ai envie de signer un contrat avec elle? Voilà, concrètement.
Donc nous, on vous accompagne. Donc je ne sais pas si je réponds à votre question à travers les différentes étapes qui nous permettent de valider vos compétences, de vous noter, on va dire d'un point de vue un petit peu formel, pour répondre aux critères et exigences d'évaluation d'une école ou d'un centre de formation. Et puis après, le passage concret du diplôme, des différents types de diplômes qu'on a en design graphique, espace et produits, puis de l'accompagnement sur le marché du travail tout au long du grade 3. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, on n'a pas du tout présenté le programme, c'est pas une JPO, hein, c'est vraiment un webinaire pour vous aider à y voir plus clair pour choisir une formation. Euh, dans le programme, il y a un accompagnement. Nous, dans notre façon de faire, en tout cas, on va vous apporter des compétences spécifiques. On va vous apporter toutes les compétences dont vous avez besoin pour exercer le métier de designer, mais on va aussi vous apporter les compétences dont vous avez besoin pour chercher du travail et pour trouver du travail. Et on va vous accompagner après le diplôme pour vous aider à trouver un travail. J'ai une question, donc, comment se font les stages si nous sommes en distanciel? Alors, ben, les stages, si vous êtes en distanciel, en fait, si vous trouvez un stage, alors déjà, on vous aide bien évidemment à trouver un stage, on vous donne des clés, des outils, il y a un accompagnement là-dessus très concret. Après, quand vous trouvez un stage, vous pouvez réaliser le stage la plupart du temps en présentiel. Vous êtes vous êtes dans une région de France ou à l'étranger. Si vous trouvez une entreprise qui vous prend en stage, à moins que cette entreprise vous ait proposé du télétravail, ce qui peut arriver, ça est déjà arrivé, bah, vous allez faire le stage en télétravail. Mais la plupart du temps, l'intérêt d'un stage, c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que vous donnez un coup de main sur des petites tâches à l'entreprise et vous apprenez concrètement le métier dans votre stage, quand vous faites un stage. Donc, on va vous recommander des stages, mais généralement, on va vous recommander de faire des stages en présentiel, sauf exception. On a quelques élèves qui ont fait des stages en distanciel. Dans les métiers du graphisme, par exemple, il y a énormément de télétravail. Aujourd'hui, les graphistes travaillent énormément à distance avec leurs clients. Donc, vous pouvez tout à fait travailler pour un graphiste qui va vous prendre en stage, qui va vous donner des tâches à réaliser, qui va vous apprendre, bien évidemment, lui aussi, c'est l'intérêt d'un stage, c'est d'apprendre des choses, hein, de rentrer dans la réalité du monde du travail. On n'est plus sur des projets fictifs, on est sur des projets réels. On est confronté aux clients, à la réalité du marché, mais avec un mentor qui est l'entreprise qui vous accueille et qui peut aussi faire ce suivi à distance. Pourquoi pas? En tout cas, administrativement, donc vous avez une convention de stage qui est faite avec l'entreprise et non du coup l'école, même si, voilà, que vous soyez en distanciel ou en présentiel, c'est administrativement c'est la même chose. Et voilà, vous pouvez effectuer votre stage soit dans la structure comme ou soit à distance en télétravail comme l'a dit Mathieu. Voilà. En tout cas, moi j'ai plus de questions dans le chat. Ok, très bien. Ah, Ben, si, attends. bah, Là, c'est plus sur la formation mhm. de Morgane. Donc, la durée estimée de la formation, donc en nombre d'heures environ, et le tarif, je suis salarié. Alors, ben nos bachelors, une fois de plus, on n'est pas rentré dans le détail de nos formations, donc ça, c'est des choses qu'on peut voir avec un conseiller d'orientation, hein, ce qui ne vous engage absolument à rien, c'est ou de recevoir déjà notre programme détaillé, parce qu'on a à la fois nos formations bachelor diplômantes, on a aussi nos formations focus, donc on a aussi des formations qui s'adaptent vraiment au cas par cas. On peut faire quasi du sur-mesure hein, en fonction de vos besoins, de vos projets, de vos objectifs. Mais pour parler du bachelor, le bachelor, c'est l'équivalent de 1680 heures de formation, travail personnel compris. Donc il y a à peu près 700 heures, un peu plus 704 heures pour être précis, de vidéos. Le reste, c'est du travail personnel et puis aussi tous les échanges de correction, donc tous les échanges en visio que vous aurez en direct avec les professeurs pour faire corriger votre travail. Mais comptez 1680 heures. Donc dans le programme détaillé, on peut vous donner en fonction que vous ayez 15 heures, 25 ou 35 heures de disponibles par semaine, on pourra vous dire en combien de temps vous allez pouvoir faire la formation. Mais pour vous donner une moyenne, on va dire que si vous êtes à... j'ai oublié le chiffre.
25 heures par semaine, je ne sais plus exactement. Je crois que de mémoire, c'est 24 mois en fait. À partir de 25 heures, si vous avez 25 heures disponibles, vous pouvez faire la formation en 2 ans, donc qui est l'équivalent d'un bac plus 3. En moyenne, nous, voilà, sur la formule en speed learning, on va recommander les gens qui ont 20 à 25 heures de disponible, ils vont pouvoir choisir le speed learning, c'est-à-dire faire la formation en 15 à 24 mois. Après, les heures sont indicatives, ça dépend vraiment de chacun. On voit que des élèves, particulièrement les personnes en reconversion professionnelle, ont tendance à avancer beaucoup plus vite que les autres parce que ben, vous avez déjà tout un bagage, un organisationnel qui est là, qui fait que vous réalisez beaucoup plus vite les projets généralement et vous assimilez beaucoup plus vite les choses. Et pour les formations focus, si l'objectif n'est pas le diplôme. Voilà, voilà. Tout dépend. Après, il y a des gens qui ont besoin d'être rassurés par un diplôme et après tout le contenu pédagogique aussi qu'il y a avec. Mais sinon, c'est un petit peu voilà, les focus, c'est le sur-mesure où on va prendre vraiment les éléments essentiels dont vous avez besoin. Les bachelors design graphique, c'est vraiment une formation à 360, 2 ans. Il y a de la communication, du marketing, de l'économie, de la gestion. On voit vraiment le métier à 360 de façon à ce que vous puissiez être parfaitement autonome sur le métier après le diplôme. Ce que je peux faire actuellement, donc du coup, c'est peut-être vous donner le lien du questionnaire d'orientation pour que vous puissiez expliquer ben, votre projet, vos envies, vos objectifs. Et bah, ce questionnaire d'orientation vous permettra de parler de tout ça avec un conseiller d'orientation, donc qui va pouvoir vous aider dans votre projet de formation et vous indiquer la voie la plus adaptée pour vous. Voilà, donc je laisse Ophélie voilà, mettre dans le chat le lien du questionnaire d'orientation. Et on est arrivé au bout de ce webinaire. Plus de questions, Ophélie? Alors, j'ai une question, c'est éligible avec le CPF? Non. Non, on ne fait pas les. Alors, voilà, sans rentrer dans les détails, c'est pas éligible avec le CPF. Ce qui est finançable par le CPF, c'est la plupart du temps des formations courtes. Et nous, on est sur des formations longues, diplômantes et qualifiantes qui ne sont pas éligibles au CPF. Sinon, c'est tout bon pour moi. Très bien. Merci à vous de votre écoute. On vous souhaite beaucoup de créativité dans vos projets. Et on reste à votre écoute et à votre disposition pour que vous nous parliez de vos projets, de votre passion ou de votre souhait de vous lancer dans les métiers du design. Merci et bonsoir et à bientôt peut-être. À bientôt, au revoir.